Ah, je ne sais pas Tiens, comment vous... regarde, en tout cas, je vais mettre. C'est ton bébé quand même, ce livre. Oui, oui, oui. Hein? Vous le connaissez On ne tous? voit pas. C'est notre. Non, on ne voit pas. C'est la présidente qui Marie, présidait lève-le un notre peu. colloque qui Tu nous le l'a laisses, envoyé. Marie. Ah, ce livre que Ah, j'ai voilà, sous la voilà, vie, là. voilà. Ah oui. C'est un livre qu'on avait fait à une époque, le ministère de la Culture, tout un groupe colombien, pour essayer d'aller regarder tout ce qui se passe dans les langues indiennes Vous par voyez rapport à la la page littérature là? infantile. Vous voyez Ouais, ce que oui, je. oui, oui, on le Il y a voit, des on le voit. disques, là, il y en a 9. 9 disques. Oui, Evelio, oui. explique, s'il te plaît. Oui, voilà, Evelio. je disais que ce livre, ça a été un livre qui a été réalisé en Colombie grâce au ministère de la Culture à l'époque. La ministre de la Culture est venue au colloque qu'on a réalisé ici en 2017 pour essayer d'aller voir quelle est la littérature infantile, quelles sont la culture des communautés indiennes, parce que le gouvernement Oui, colombien a commencé à faire un effort pour créer un dialogue, à essayer de quand même entrer en dialogue avec les communautés indiennes et voir comment est-ce qu'on peut reconnaître ou bien comprendre leur culture et faire que la partie qui n'est pas indienne se familiarise un peu avec ces belles pratiques culturelles parfois qui sont assez intéressants du point de vue de la nature, par exemple. Et il y a une littérature infantile, comme dans toute culture, il y a une littérature infantile très riche. Alors, on a voulu voir qu'est-ce qu'un enfant qui naît dans une communauté indienne, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il mange, quel est le mode de vie. Et ça a donné 2 volumes qui sont extraordinaires avec des CD pour essayer de représenter tout ça. C'est un très beau travail, à la fois d'ethnologie, d'anthropologie, de linguistique, de sociologie. C'est très beau comme travail. Et c'est une très belle reconnaissance à ces cultures indiennes. En Colombie, nous avons 68 langues différentes. Et parmi les langues qu'on avait choisies à l'époque, on a choisi 12 langues qui sont déjà dans une situation difficile. Il y a des langues qui sont parlées actuellement par 200 personnes, c'est-à-dire qui sont au bout du rouleau, comme on dit. Voilà. Et voilà, et cette prise de conscience que quand il y a une langue qui disparaît, c'est comme une étoile qui meurt dans l'univers. Il y a toute une expérience de milliers d'années qui disparaît parce que voilà, c'est grâce à la langue orale qu'on transmet la culture et pour maintenir la culture en vie. Et la culture avec cette sens profond qui me paraît, qui est pour moi, que c'est pas un savoir pour dominer l'autre, mais un savoir pour faire que la vie individuelle et sociale soit possible, et si possible, qu'il soit intéressant pour chaque membre de la communauté. Françoise, tu as 5 personnes qui demandent à rentrer encore. Hein? non, là, j'ai plus personne. Moi, j'ai 5 aussi. J'ai 5 écrits. C'est la Mais ça veut dire qu'on conversation, est. c'est le chat à côté. Donc, il y a des gens qui disent bonjour à vous tous, je suis ravie d'être là. Il y a Karine Pinsol qui nous dit bonjour à tous des Landes, ravie d'être en votre compagnie. Et il y a Annie Fourré qui demande quand sortira le livre d'Evelio. Ah, bah, il n'est pas encore traduit pour l'instant. Elle n'est pas traduit, voilà. On va voir quelle réception on peut avoir en Amérique latine. Mais Qui... il sera vendu à Paris, en Ah oui, espagnol. oui, bien sûr. Ah oui, Alors, dès que l'avion marche, hein, oui. non? Dès que les communications par avion marchent, je suppose, on l'aura, non? Oui, je pense que le livre va être distribué le plus tôt possible dans des librairies d'Amérique latine. Oui. Et bien sûr, la librairie d'Espagnol à Paris va arriver, pas de problème. Oui. C'est où la librairie d'Amérique latine? Où c'est? Oh, il y a une librairie dans le quartier latin, là, hispanique, là où on peut aller trouver des livres qui sont... Librairie hispanique dans le 5e, 6e. Oui, oui, oui. Oui. Bon, alors, donc, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce nouveau livre de Evelio, hein, qui donc est paru en Amérique latine.
et qui va, je pense, nous aider à pouvoir partager un moment commun dans cette période difficile pour se retrouver tous ensemble. Hein. On s'est dit que comme on n'avait pas de séminaire, c'était une bonne idée de pouvoir se rencontrer quand même avant la fin de l'année. Hein. Voilà, je passe la parole à Evelio. Oh. Merci à tous ceux qui ont abandonné toutes activités pour venir assister avec nous à ce moment-là. Voilà, je remercie tout le monde pour cette présence. Et voilà, ce livre-là, Dominique disait que c'était un livre à moi. En fait, c'est mon premier livre. J'ai écrit des petits articles qui sont ici et là, mais c'est le premier livre que j'écris en fait en tant que livre. Bon, ce livre, ça vient d'une histoire très lointaine. Au moment où j'ai commencé à faire mes études de linguistique, j'ai commencé à trouver la linguistique très aride. Allô? Oui. Vous m'écoutez? Oui. Oui, oui, bien sûr. Quand j'ai commencé mes études linguistiques, j'ai commencé à trouver la linguistique très aride, très mathématique, très formelle et tout ça. Et chaque fois, on découvre une quantité de penseurs qui ont consacré leur vie au langage et la culture. Excuse-moi, il y a 7 personnes qui attendent, non? Il y a 7 personnes, je vois numéro 7 là, plus. C'est dommage, c'est parce que tu vas nous dire des choses intéressantes. Françoise, tu m'entends? Ce sont des gens qui discutent. Ah, Non, il n'y a plus personne qui attend là, c'est bon. Je vois Bon. 7. Bon, excuse-moi. Alors, je continue. Bon, alors, très vite, je me suis rendu compte que finalement, la question de la linguistique, c'était quelque chose de très complexe. Et lentement, au fur et à mesure que je suis entré dedans, en essayant de m'informer de toutes ces différentes théories qui existent, je me suis dit, mais c'est tellement compliqué le langage, mais comment se fait-il que les enfants puissent apprendre cette complexité qui nous échappe? Alors, c'est là où j'ai trouvé un déséquilibre entre la réflexion culturelle de grammaire scolaire et aussi de la linguistique, que nous créons tellement de discours autour du langage et chaque fois, on a l'impression que le langage est prêt à s'échapper dans des raids qu'on veut l'enfermer. Et vers les années 70, quand j'étais responsable des cursus de sciences du langage à l'Université Paris 7, nous avons changé le nom du département, qui était département UFR de recherche linguistique. Nous l'avons changé en département des sciences du langage au pluriel. Parce qu'à ce moment-là, il y a une explosion impressionnante de réflexion sur le langage. Il y a toute une série de disciplines nouvelles qui ont commencé à apparaître, comme la neurolinguistique, la psycholinguistique, la sociolinguistique, la ethnolinguistique, l'anthropologie du langage, et la liste est immense. Alors, le langage a explosé dans une quantité de disciplines. Alors, tout ça, ça m'a fait toujours penser, mais étant donné cette complexité, comment se fait-il que les petits, dans toutes les cultures, apprennent la langue orale sans passer par des cours spécifiques? Alors, c'est là où on retrouve cette compétence naturelle. Bon. Depuis Broca, on sait que nous avons une zone consacrée à la neurologie du langage, l'hémisphère gauche. Et s'il y a des lésions, il y a immédiatement les problèmes des aphasies, les 2 types d'aphasie qu'on a pu trouver, l'aphasie de Broca et l'aphasie de Wernicke. L'aphasie de Broca, c'est que le patient a perdu toute la capacité des processus articulatoires de la langue orale. Il sait ce qu'il voudrait dire, mais il souffre parce qu'il n'arrive pas à trouver le système d'articulation sonore qui lui permet de mettre en scène sa pensée. C'est une souffrance incroyable. L'aphasie de Wernicke, c'est une aphasie dans laquelle le sujet parle, mais ce qu'il dit n'a pas ni queue ni tête, c'est très difficile à le comprendre, etc. Bon, alors, très vite, je me suis rendu compte que ce problème du langage, c'est tellement complexe qu'il est à la fois neurologique, il est psychique et culturel. Il est distribué dans ces 3 registres, neurologique, psychique et culturel.
culturel parce qu'apprendre une langue, le français ou l'espagnol, c'est les circonstances de la vie qui nous ont fait naître et vivre ici et là. Alors la langue est profondément liée à la culture. Il y a une relation tellement profonde entre la langue et la culture, c'est-à-dire sont indissociables, parce que la langue orale contient la culture, la transmet, la recrée et la maintient en vie. Alors, c'est pour ça que la langue orale, pour moi, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Et essayer de comprendre comment est-ce qu'ils font des petits pour s'approprier de cette complexité qui est une langue orale. Bon. Et en allant dans cette direction-là, encore une fois, j'ai trouvé une difficulté en tant que linguiste parce que le linguiste travaille avec la langue constituée chez l'adulte. À l'époque, on travaillait avec des corpus constitués. Mais finalement, on avait associé souvent ce qu'on appelle l'acquisition du langage à l'apparition des premiers mots. Mais très vite, à partir de beaucoup de recherches qui se sont faites vers les années 70, on s'est rendu compte que la faculté de langage est déjà en mouvement depuis la naissance, à cause des processus d'écoute, de la perception catégorielle de l'audition du bébé, que la revue Science a publié un article dans ce sens-là pour montrer comment est-ce que les bébés traitent les sons du langage à la naissance. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a une activité impressionnante, invisible et discrète du bébé par l'audition, le bébé qui n'a pas de problème d'audition. Alors, on a commencé à essayer de comprendre quelle est l'activité mentale d'un bébé pour s'approprier de la langue. Et c'est dans ce sens-là que ce livre, j'essaie d'aller dans cette direction-là, mais c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et je dirais que tous les linguistes qui ont consacré leur vie au langage arrivent à un moment donné où ils se disent, mais le langage m'échappe. Saussure lui-même, il a dit, moi, le langage, je ne l'aborde pas parce qu'il est trop compliqué, j'aborde la langue, mais la langue dans un sens très formel. Et Chomsky, qui a tellement influencé la linguistique moderne, a dit à un moment donné, nous connaissons plus sur le langage en tant que des êtres humains qu'en tant qu'hommes de science. Et c'est vrai, c'est-à-dire que le langage est une expérience humaine. Nous pouvons tous dire beaucoup de choses sur le langage, mais aller l'expliquer scientifiquement, c'est une autre chose. Bon, alors, voilà, c'est dans ces préoccupations-là que j'essaie d'aller vers essayer de déceler ces secrets de la petite enfance qui nous échappent et que toute petite enfant a une capacité naturelle pour s'approprier de la langue ou des langues qui sont présentes dans la communauté linguistique qui les reçoit. C'est pour cela que, alors en faisant ce travail-là, j'ai découvert qu'en fait, on a eu beaucoup d'expériences de la résonance magnétique pour montrer comment est-ce que le cerveau du bébé fonctionne lorsqu'il entend un rythme ou la voix. Et effectivement, bon, on voit qu'il y a une activité du cerveau parce que dès qu'on parle à un bébé ou le chante inversé sur une continue, immédiatement, il se met en position d'écoute. Et on voit une activité effectivement sous la forme de couleurs différentes qui veut dire que le cerveau est en train de fonctionner. Par contre, s'il y a les rots des robinets qui tombent, là, le cerveau reste complètement indifférent. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité très particulière à tout ce qui est lié à la voix humaine. À la voix humaine. Et alors, mais en fait, ça ne va pas très loin de voir qu'il y a une activité cérébrale, mais on ne sait pas en fait comment elle fonctionne. Et c'est là où je me suis lancé en essayant d'utiliser certains concepts de la linguistique ou de l'énonciation tels que Benveniste et Antoine Cuillory l'ont présenté en France, d'essayer plutôt de penser le langage en fonction de certaines opérations mentales et d'essayer de reconstruire des opérations mentales qui se mettent en scène à travers le langage. Alors c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, de la naissance, le langage fonctionne sous la forme d'activité physique, sous la forme d'une opération très particulière que le bébé est capable de mettre en relation des choses différentes pour construire quelque chose de nouveau. Je le répète parfois, c'est que quand on prend une langue adulte déjà constituée, nous avons appris à l'école que si on met ensemble des voyelles et des consonnes, ou des consonnes et des voyelles, ça nous donne des syllabes.
Si on met ensemble des syllabes, ça nous donne des mots. Si on met ensemble des mots, on nous donne des énoncés. Et si on met ensemble des énoncés, nous donne des discours. Bon, des choses comme ça, très générales. Mais derrière ces banalités-là, c'est cache une opération. On peut faire l'hypothèse que l'activité psychique liée à l'activité langagière, c'est quelque chose qui permet au bébé de lier des choses différentes pour construire quelque chose de nouveau. Et c'est grâce à cette opération qu'il va commencer à utiliser le bébé d'une manière invisible et discrète, c'est-à-dire qu'on nourrit un bébé et ça lui produit des effets. On lui parle, ça lui produit des effets. On le caresse, ça lui produit des effets. La présence, ça lui produit des effets. L'absence, ça lui produit des effets. Tout ça, il y a une activité mentale extrêmement sophistiquée. Toutes ces activités, tous ces effets sont différents. Mais le bébé, grâce à l'opération dont je viens de vous parler, il peut rassembler tout ça, il peut unifier tout ça et le lier à la personne qui s'occupe de lui. Et c'est comme ça qu'il y a une opération en plus qui va se créer, qui est très importante, que c'est comme ça que le bébé crée la représentation symbolique de l'autre. Une fois que le bébé a créé cette opération-là, qui s'est fait très tôt dans la vie, et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se modifie. Avant, le bébé pleurait pour pleurer, un réflexe naturel. Maintenant, à travers de son pleur, il appelle l'autre. Il va chercher l'autre à l'extérieur parce qu'il a une opération mentale qui lui a permis de construire la représentation symbolique de l'autre à l'intérieur de lui-même. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à devenir être de langage dans le sens qu'il va avoir une activité dirigée à un autre extérieur. Et bien sûr que l'autre extérieur répond à cette espèce de cri, parfois de pleurs-là, et qu'il y a un jeu très profond qui est de se reconnaître réciproquement. Quand je pleure, je me pose comme assistant, si on peut dire, et l'autre, il reconnaît le bébé, il répond. Et je pense que là, nous trouvons quelque chose d'extrêmement profond, c'est-à-dire que le langage est un processus de reconnaissance physique réciproque. Et ça va donner l'intersubjectivité beaucoup plus tard. Mais grâce à cette représentation symbolique de l'autre, c'est pour ça que le premier chapitre du livre, c'est « Langage, qu'est-ce que tu es, où es-tu et à quoi ça sert ?» Mais en faisant ces réflexions dont je suis en train de vous parler, le deuxième chapitre du livre, c'est faculté du langage et représentation symbolique de l'autre, et création de la représentation symbolique de l'autre. Bon, voilà, mais toutes ces opérations-là sont des opérations qui se font bien avant l'apparition des premiers mots. Et on peut continuer à accumuler des opérations mentales, c'est-à-dire une fois que le bébé a créé la représentation symbolique de l'autre, le bébé va pouvoir convoquer l'autre, même lorsque l'autre est absent. Et ça, c'est une opération extraordinaire. Et là, on se rend compte que l'humanité a une connaissance consciente ou non consciente de l'importance de cette opération-là, parce que dans toutes les cultures, il y a une littérature infantile qui permet au bébé d'aller dans cette direction-là. C'est-à-dire que depuis la naissance, on est en train d'aider les bébés à construire cette représentation, de pouvoir savoir que la personne avec laquelle elle a créé des liens continue à exister même quand elle n'est pas là. Et ça, c'est une opération extrêmement importante. Et c'est pour ça que dans toutes les cultures, il y a cette littérature qui dit « ta maman n'est pas là, elle est ailleurs, elle pense à toi, elle est en train de venir, elle va venir, elle va venir ». Y compris le jeu du coucou, qui est universel et qu'on commence à l'utiliser depuis la naissance. Très vite, coucou, coucou. C'est-à-dire qu'on présente son visage, on le présente, on le retire, on le présente, on le retire, et parfois on retient un peu de revenir et le bébé commence à s'inquiéter. C'est-à-dire que ce jeu de la représentation de la présence et de l'absence, c'est quelque chose de très profond. Et ça se construit bien avant l'apparition des premières palabres, des premiers mots, et c'est lié à la faculté du langage. Alors, vous voyez comment est-ce que l'être humain commence à créer un stock d'opérations mentales qui vont lui donner accès à l'autonomie psychique. Parce que pouvoir convoquer l'autre quand il est absent, c'est une manière de l'amener dans son esprit pour se faire auto-accompagner. C'est d'une certaine manière que la mise en scène dont Freud a donné tellement d'importance au jeu de la bobine, qui disait que le bébé jouait avec la présence et l'absence, la mère n'était pas là, il l'a renvoyé, il l'a amené, il jouait avec ça. C'est-à-dire,
Mais ça, c'est déjà assez tard. C'est quelque chose qu'il y a toute une série d'opérations fondamentales qui se créent très tôt, qui permet après ce type de mise en scène. Et voilà, alors Moi, j'ai pas le son. Cette opération de la représentation symbolique de l'autre, si on pourrait la suivre, va avoir des conséquences incroyables, incroyables. Et il reste comme les sources de la humanisation, c'est les sources de l'activité psychique, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, la psyché humaine construit un espace à elle. C'est-à-dire que la représentation symbolique de l'autre crée l'espace psychique. Il contient quelque chose. La psyché contient quelque chose. Et ça pose un problème théorique considérable, parce que tous ceux qui se sont créés, intéressés pour le psychisme, il y a ce problème de l'espace psychique. Freud s'est intéressé beaucoup au contenant, au contenu. Mais il y a la question de comment est-ce que ces contenus sont, où est le contenant de ces contenus-là. Je pense que la représentation symbolique de l'autre crée, inaugure l'espace psychique. Et c'est pour ça que je lui donne une importance fondamentale à cette opération-là, etc. Et c'est de là qu'il vient la possibilité d'apprendre la langue orale. C'est de là qu'il vient la possibilité de créer des processus d'identification et de différenciation. Et finalement, c'est de là qu'il vient tout ce qui est, comme je vous le dis parfois dans les séminaires, tout ce qui est humain commence à se mettre en scène, que c'est l'amour, que c'est les sentiments d'abandon, que c'est toute l'intersubjectivité. Et la littérature va entrer là-dedans parce que c'est quand même quelque chose qui ne sont pas faciles à gérer dans l'intersubjectivité humaine. Ça fait souffrir, l'amour, ça fait souffrir, la haine, ça fait souffrir, les sentiments d'abandon, ça fait souffrir, tout ça. Alors la littérature va venir comme une espèce de poumon psychique là pour permettre aux bébés et aux adultes d'avoir une espèce de discours dans lequel nous pouvons nous regarder, nous pouvons nous sentir compris. Et voilà, et c'est ces choses-là qui m'intéressent. Je pense que le livre peut être une grande déception parce que les gens s'attendent très vite à des exercices, des langues orales, comment est-ce qu'on apprend ça, etc. Non, j'essaie de comprendre vraiment comment est-ce que l'émergence de la langue orale est possible et on est obligé de passer par une réflexion qui n'est pas très classique, d'essayer de reconstruire toute cette activité mentale invisible qui permet de lentement construire l'activité langagère. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très intéressant, par exemple dans la langue française, qui fait une différence entre langage, langue et parole. Ce n'est pas courant en toutes les langues. Il y a une différence, par exemple, en français, je pourrais dire que le mot langagère est très intéressant parce que je peux parler d'une grammaire scolaire, mais d'une grammaire langagère. Et une grammaire langagère, ça serait la grammaire que tout être humain doit apprendre dans la culture qu'il a amenée au monde pour pouvoir se faire comprendre avec les autres. Comment poser l'autre, comment se poser. Comment se poser. Mais, bon, il y a des langues où il y a des pronoms, par exemple. Bon, mais en japonais, il n'y a pas de pronoms, il y a des particules honorifiques et selon la particule qu'on utilise, on pose l'autre, comme on dirait en français, sous la forme de vous ou de tu, etc. C'est-à-dire que cette grammaire langagère, c'est une grammaire obligatoire pour tout bébé dans toute culture, tandis que ce que nous appelons la grammaire scolaire, c'est un discours culturel que nous avons créé à travers des siècles pour essayer de dire des choses intéressantes, bien sûr, sur le langage, mais ce n'est pas la grammaire qui permet l'émergence des sujets énonciateurs pour se poser et poser l'autre. Et il y a beaucoup de règles de la grammaire langagère qui nous les apprenons à l'école, mais qui ne sont pas très... Un exemple, j'ai appris quand j'étais petit que les nous, les nosotros en espagnol, était le pluriel de la première personne. Alors, on a l'impression que les je, les yo en espagnol, pluralisent. Et en fait, non. Pour pouvoir dire nous, il faut qu'il y ait moi, pas. Là, ça donne nous. Moi plus elle, ça donne nous. Moi plus il, pluriel au singulier, ça donne nous. Alors, il y a une espèce de combinatoire pour pouvoir dire nous, dans laquelle je m'inclus, je m'exclus, mais s'il n'y avait pas la représentation de l'altérité, ce n'est pas possible. Après, alors, on peut voir toutes les conséquences qu'il peut avoir
cette opération de l'altérité qui n'a pas été encore étudiée, en fait, les conséquences qu'elle peut avoir, soit pour apprendre la langue ou pour parler. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était nécessaire d'aller dans cette direction-là, de reconstruire finalement des opérations mentales qui sont au-delà des formes sonores et des formes syntaxiques, etc. C'est un travail qui est très abstrait, et c'est pour ça qu'il peut devenir très décevant. Et j'essaie de le faire le plus agréable possible, et parfois ça peut, bon, même faire, ne pas arriver à faire passer ce que je voulais faire passer. Alors c'est pour ça que le troisième chapitre du livre, une fois que j'ai posé les bases de ce qui peut permettre à l'être humain d'avoir accès à la langue orale, le troisième chapitre du livre, c'est la transmission de la langue orale. Comment est-ce qu'un bébé, dans la culture qu'il est né, va s'approprier de cette musique qu'il entend. Et c'est vrai que la langue orale, pour moi, c'est une forme de musique socialement partagée. Et c'est là où on commence à voir comment est-ce que les babyles commencent à se construire. Déjà, nous savons que quand les babyles arrivent, à partir du 5e ou 6e mois, alors, bien sûr que tous les bébés produisent les mêmes fondations jusqu'au 4e mois, y compris ceux qui sont sourds, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir une imprégnation de la musique de l'environnement dans lequel est le bébé. Et il commence à construire sa voix en utilisant les voix qu'il a entendues. Mais en même temps, il y a tellement de choses qui se passent à ce moment-là parce que on se rend compte, je me suis rendu compte que pour qu'un bébé babille, il faut qu'il soit dans un moment de bien-être. Les bébés, quand ils sont malades, ils ne babillent pas. Quand ils sont faim, ils ne babillent pas. Si on ne les a pas changés, ils ne babillent pas. Alors, lorsqu'ils sont bien nourris, bonne santé, bien propres, ils se mettent à chanter comme des oiseaux dans des berceaux. Et tous les matins, on se rend compte que les enfants, à vers 7 ou 8 mois, ils se réveillent et ils commencent à babiller. Tout seul. Et après, ils pleurent. Mais ce moment de babil, c'est tellement extraordinaire parce que le bébé est en train de construire sa voix, utiliser sa voix, mais dans les petits babils de bébé, il y a la représentation symbolique de l'autre à travers de la voix. Oui, parce que finalement, ma voix, je l'ai construite en fonction de ce que j'ai pu voler à la voix de mes parents qui me parlaient, qui rigolaient avec moi. Alors, cette subtilité, et dans la voix, il y a la représentation symbolique de l'autre, qui est en train d'enrichir la représentation symbolique de l'autre, est extrêmement importante pour comprendre le développement d'un enfant, d'un bébé. Et les babyles se transforment dans un dieu extraordinaire parce qu'on sait à quelle langue appartient le bébé. Il est espagnol, français, etc. Et on voit que les bébés allongent les syllabes, ils jouent avec les syllabes, ta, 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 etc., des choses comme ça. Ils sont en train de jouer avec la musique de la langue. Mais en jouant avec la musique de la langue, ils sont en train de se auto-écouter, ils sont en train de se auto-accompagner. Et c'est ici le langage qui commence à venir en compagnon interne et qui va rester durant toute la vie. Et on dirait presque que c'est les prototypes de jeux, et les prototypes d'objets transitionnels presque. Parce que lorsque Winnicott nous a parlé beaucoup de l'objet transitionnel, l'importance de cet objet, comme capacité de création du bébé, et qu'il est lié finalement qu'il y a un petit chiffon ou une petite poupée ou je ne sais pas quoi, que le bébé amène à sa crèche et qu'il faut les conserver parce que si on les perd, c'est une tragédie dans la journée. Mais que le bébé, pour Winnicott, il a réussi à créer un lien entre ces petits objets-là et la représentation symbolique de la mère. Et ce petit objet, c'est un compagnon. Mais je me suis rendu compte que le compagnon suprême, c'est le langage. Et lorsqu'un bébé est en train de jouer avec les premières syllabes, finalement, c'est une espèce d'objet transitionnel qu'il apporte là pour se distraire, pour s'auto-accompagner. Et l'avantage qu'il y a à cet objet transitionnel, vu dans ce sens-là, c'est qu'il est à disposition du sujet tout le temps. Il ne se perd pas. D'autres peuvent être oubliés dans un petit coin à l'école ou à la crèche, tandis que celui-là, il est là en permanence. Et ça, pour moi, a un sens très profond de comment commencer à créer l'autonomie mentale, l'autonomie psychique,
qui ne se construit jamais définitivement. Et on voit comment les bébés passent lentement d'une espèce de dépendance physique au début, dépendent physiquement de tout ce qui est pour pouvoir survivre, à créer une espèce de dépendance psychique, d'autonomie mentale, lentement, pouvoir convoquer l'autre, se faire accompagner, pouvoir jouer avec les mots, s'accompagner avec le langage, mais le langage quand même, c'est la langue orale, c'est un processus de transmission, c'est-à-dire je la reçois des adultes qui m'accompagnent, mais ces adultes-là l'ont reçu d'autres adultes-là, et la langue orale apparaît comme un prototype de transmission. Je la reçois. D'ailleurs, quand on analyse le mot tradition, le mot tradition, ça vient du latin tradere, qui a eu un voyage assez important à travers des langues indo-européennes. Mais au fond, ça veut dire tradition, tradere, ça veut dire je donne ce que j'ai reçu. J'ai reçu la langue orale de mes parents, je la transmets à mes enfants. Et c'est pour ça que la langue orale fait partie des processus de procréation, c'est-à-dire qu'on donne la vie biologique, mais la langue orale, c'est donner accès, de faire de cette enfance qui ne parle pas encore, de transformer dans un être de langage, ça veut dire de transmettre la langue orale. Et la langue orale va créer une espèce de continuité symbolique. Et de là, avant que le bébé naisse, avant de venir au monde, on vient, on entre la langue orale, il nous fait entrer par un nom. Dans toutes les langues, il y a la différence des noms propres et les noms communs. Qu'on dit les noms propres, c'est pour nommer les personnes, des noms communs pour nommer les objets de l'univers. Mais les noms propres, c'est extrêmement important parce qu'une fois qu'on nomme l'enfant, on les fait entrer dans sa résidence principale, qui est le langage. Et c'est un important, la nomination, c'est que finalement, y compris quand on n'est plus là, on continue à assister grâce à ces notes musicales de notre nom et notre prénom. Et ça, c'est du symbolique, tout ça. Mais c'est tellement important, précisément pour créer des continuités internes. Alors, c'est dans ce sens-là que j'essaie de comprendre la langue orale. J'écoute, le bébé écoute, il va voler des traits acoustiques de ses voix qu'il entend, etc. Et là, c'est devenu un problème théorique considérable, mais considérable, qu'on ne voit pas quand on ne veut pas aborder les choses d'une manière en détail. C'est que ce qu'on appelle la langue orale, c'est d'une variabilité incroyable. Chacun a une voix, une musique, la voix. Et depuis longtemps, on s'est rendu compte que les mêmes énoncés prononcés par un homme ou une femme n'ont pas la même forme acoustique qu'un énoncé prononcé par un enfant et un adolescent et un adulte ont des musiques différentes. Alors, c'est quand même incroyable de dire comment fait un bébé pour extraire de cette variabilité permanente. C'est un océan, la variabilité de la langue orale, la musique de la langue orale. Comment est-ce que fait un bébé pour extraire des régularités de cette variabilité permanente? C'est un gros problème théorique. Et on avait pensé à un moment donné d'aller analyser tout les formats acoustiques ou des fréquences fondamentales des discours des parents, etc., pour voir si on pourrait arriver à comprendre la musique des babyles, etc. C'est devenu quelque chose d'extrêmement difficile. À tel point qu'en 1983, il y a eu un congrès à Massachusetts consacré à ces problèmes-là. Le titre de congrès, c'est Invariance and Variability in Speech Processes. C'est-à-dire, on s'est donné comme réflexion d'essayer de comprendre les processus des invariants, des régularités et des variabilités propres de la langue orale. Et là, on s'est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas des universaux acoustiques. Précisément parce que chacun de nous a une musique différente. Mais qu'il y a des universaux articulatoires. Ce n'est pas négligeable ça. Ça veut dire que finalement, dans cette variabilité de la musique de la langue orale, le bébé est en train d'écouter et il écoute
finalement, qu'en écoutant, il reçoit des informations de l'activité motrice de la personne qui est en train de lui parler. Et c'est-à-dire que tous les gestes de la langue orale sont, quels que soient, sont visibles. Tout ce qui est labial, etc. est visible. Mais la plupart des gestes, les mouvements des cordes vocales, tout ce qu'on appelle des sons palatales, tout ça, les voyelles nasales, non nasales, la plupart des gestes de la langue orale sont invisibles. Mais l'être humain a une capacité extraordinaire, c'est qu'il peut reconstruire à travers l'audition les gestes qui sont associés à cette sonorité-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de dire, attends, pour produire des sons, il faut que tu lances sur l'air du poumon, que tu fasses vibrer les cordes vocales, et après que tu articules les choses. Non, ça se fait naturellement. Alors c'est pour ça que la langue orale apparaît comme un ensemble de gestes culturellement transmis. Et c'est compliqué ça. Et c'est de là que vient la difficulté qu'on va apprendre une langue étrangère. En français, par exemple, bon, qu'est-ce que j'ai des difficultés pour prononcer le mot U par rapport à le mot I. Et pour dire la vie et la vue, je dois faire des efforts. Parce que dans ma langue maternelle, il n'y a pas cette voyelle arrondie, comme on dit en français. Et pour moi, ça a été une surprise, cette histoire-là, que vers les années 70, j'avais appris, par exemple, qu'en français, quand on prononce les voyelles, qu'on fait des exercices pour dire un, ma, pan, ran, qu'il faut créer une espèce d'écart des lèvres comme ça pour dire un, ma, pan, ran, grand, etc. Et une fois, en observant des caméras et comment est-ce que les Français articulent, je constatais que les Français, quand ils prononcent le mot instrument, ils n'arrondissent pas les lèvres au début, qu'en principe, j'ai prononcé disant instrument. Bon. Les Français, ils commencent à arrondir les lèvres dès le début, complètement contradictoire par rapport à ce qu'ils avaient appris. Parce que pour dire le mot un, il faut écarter les lèvres. Bon. Mais quand un Français dit instrument, il commence à arrondir les lèvres dès le début. Mais en fait, il commence à arrondir les lèvres parce qu'il y a une programmation non consciente de l'activité articulatoire et il se prépare pour prononcer un son qui va arriver à une distance incroyable. Il se prépare déjà pour prononcer le mot U, qui est dans le mot instrument. Tandis que moi, j'essaie d'écarter des lèvres au début et je vais arrondir les lèvres au moment où j'arrive au niveau et c'est trop tard parce que ça donne mon accent. Alors, vous voyez, la musique de la langue est d'une complexité incroyable. Mais incroyable. Alors, j'essaie de comprendre, mais je ne suis pas arrivé. Mais c'est dans ce sens-là que tous ces problèmes de la transmission orale, j'essaie de les faire passer dans ces chapitres de transmission de la langue orale, telle chose. Bon. C'est des petits bâtons là pour essayer de me donner une réponse et que j'utilise parfois pour dialoguer avec vous dans des séminaires ou dans des petites conférences que je fais, d'essayer de partager avec vous. J'essaie de partager ça dans ces livres-là, puis probablement ça passe à côté de la plaque parce que la préoccupation est beaucoup plus compliquée que ce qu'on peut écrire là. Je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre la complexité et la beauté en même temps de tout ça, etc. Bon, alors une fois que j'ai essayé de poser la question de la transmission à la langue orale, j'ai écrit un chapitre après, c'est le lexique et juego de représentation mentale. Bon. C'est vrai que dans toute culture, à la naissance, le bébé ne parle pas, mais il écoute. Alors là, c'est extraordinaire. Écouter, c'est quand même essayer de servir à la faculté du langage. Voilà. Et tout ce qui est des sons linguistiques ou la prosodie de la langue, ça intéresse beaucoup le bébé. Bon, mais alors, pour pouvoir parler, il faut avoir créé des représentations mentales. Et c'est pour ça que le bébé va avoir besoin au moins d'une année pour pouvoir faire l'apparition des premiers mots. Alors là, j'ai été obligé de créer un chapitre bien particulier, que c'est la construction des représentations des propriétés des objets à travers la motricité, l'activité motrice des bébés. Là, c'était aussi pour rendre un hommage à François Bresson, qui avait écrit un article formidable sur la construction des représentations des objets à travers la motricité, où Bresson intègre tout ce
tout ce qu'il avait appris en dialogue avec Jean Piaget des schémas d'action. Et Bresson lui a donné une explication théorique à travers un schéma qui est formidable, de montrer que chaque fois qu'un bébé a une activité permanente, une activité motrice avec ses petits mains, avec ses petits pieds, depuis le réveil, toujours un mouvement. Et au fur et à mesure qu'il avance, déjà à partir de 2 mois, il commence à toucher les objets, il commence à les amener à la bouche, l'étape, etc. Et ça avance sur le schéma d'action de Piaget, c'est-à-dire que chaque fois qu'on applique une action à un objet, l'objet réagit. Et le bébé a un lecteur incroyable de cet effet que l'action produit. Il va se créer un dialogue permanent entre les actions, les schémas d'action, comme dit Piaget, ce fait que les actions produisent sur les objets, et ce que l'enfant reçoit, c'est l'information de l'action par rapport à la réponse qu'il donne à l'objet. Et c'est comme ça qu'il commence à créer des représentations très abstraites des objets. C'est-à-dire qu'un objet, c'est un espace dans lequel il y a une série de propriétés qui commencent à émerger au fur et à mesure que l'enfant joue. Et c'est pour cela que dans toute la culture, il faut donner beaucoup de jouets aux enfants, parce qu'en jouant, les enfants ils découvrent comment est-ce que les jouets réagissent, et en même temps, ils alimentent des schémas d'action et multiplient les schémas d'action. Et en faisant ça, le bébé va découvrir que la même action, on peut l'appliquer à plusieurs objets. Prendre un objet, on peut prendre il est toujours possible de prendre de nouveaux objets. C'est-à-dire que la même action peut s'appliquer à plusieurs objets, et que le même objet peut recevoir une quantité d'actions différentes. Que déjà le bébé il peut la mordre d'une chose, la savourer, la sucer, la taper, la jeter par terre, etc. Alors, c'est un jeu assez extraordinaire qui se fait comme ça, l'activité motrice, pour lire le monde, créer des propriétés des objets. Et en même temps, tout ça donne de l'information au sujet sur lui-même, parce qu'il va trouver des choses qu'il ne peut pas faire, des choses qui sont difficiles. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il exerce son activité motrice, il reçoit des informations sur l'action elle-même, s'il faut appuyer plus fort, etc. Et sur l'objet, et sur lui-même. Et c'est pour ça que très vite, les enfants vont découvrir des choses, des astuces pour réaliser des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Quand ils veulent avoir des bonbons qui sont trop élevés, alors ils commencent pour montrer du doigt, pour dire qu'il y a quelque chose qui m'intéresse là, mais après ils vont eux-mêmes mettre un petit tabouret pour monter, pour la rattraper. Lorsqu'un enfant va rattraper un petit ballon, il découvre très vite qu'il ne peut pas l'attraper avec une seule main, alors il va être obligé d'utiliser les 2 mains. C'est-à-dire qu'il y a toute la théorie de Piaget de l'assimilation et l'accommodation, comment est-ce que tous ces processus entrent dans la construction de représentations mentales. Alors, il y a quelque chose qui est consacré à ce moment-là. Une fois que l'être humain a créé des représentations mentales, les premiers mots sont prêts à sortir. Et c'est là où apparaît cette activité extraordinaire de pointage du doigt, où les bébés commencent à montrer des choses qui les intéressent du monde extérieur. Et on montre du doigt, c'est parce qu'il y a une représentation symbolique de l'autre, c'est-à-dire que le bébé voit quelque chose qui l'intéresse. Et il n'a pas de mots, alors il montre le même objet pour le partager l'expérience avec lui. S'il n'y avait pas de représentation symbolique de l'autre, il ne pourrait pas montrer. Parce que l'activité de montrer, c'est précisément convoquer l'autre pour partager la même expérience interne. Et c'est parce que la psyché peut contenir des événements internes qu'après, les mots peuvent contenir de la pensée. C'est quand même un mystère que la chanson, il puisse avoir de la pensée, qu'il y ait un contenant et un contenu. Si la psyché ne pourrait pas avoir la représentation symbolique de l'autre qui inaugure l'espace psychique, que la psyché peut contenir quelque chose, probablement, on ne pourrait pas parler parce qu'on ne pourrait pas faire des sons en contenant des pensées. Je ne sais pas si me fait comprendre. Et voilà, tout ça, c'est très abstrait, compliqué. Mais on trouve parfois des enfants pour lesquels les mots sont un peu vides, qui ne disent rien. Comment faire qu'à un moment donné, ces petits mots commencent à contenir quelque chose? Alors là, je crée une théorie des mots que vous l'avez déjà entendu, que pour moi, les mots sont des boîtes musicales qui contiennent
l'expérience que le bébé est en train de construire. Et on voit que parfois les enfants montrent ça que il y a des enfants qui demandent mais pourquoi ou quelque chose comme ça. C'est un exemple. Un jour, il y avait un papa qui disait bon, on m'a volé la voiture, on l'a retrouvée, mais le tableau de bord est complètement cassé, détruit. Et son fils qui dit mais qu'est-ce que c'est tableau de bord, hein? Bon, le tableau de bord d'une propriété, déjà que culturellement pour un adulte, c'est à quoi il se réfère. Mais un enfant commence à construire la représentation de cet objet voiture, qu'une voiture, c'est quelque chose qui a un moteur, qui a des portes, qui a des freins, qui a un bruit, etc. Comme ça, un mécanicien fait de la voiture une source de représentation mentale inépuisable. Et c'est comme ça, les mots sont des boîtes musicales qui se remplissent lentement, lentement de l'expérience humaine, sans être jamais définitivement rempli. Chaque fois, un mot peut recevoir quelque chose de nouveau. Je me souviens que lorsque le TGV est apparu en France, l'expression train ordinaire a été créée par rapport au TGV. Train ordinaire, bon. C'est des choses comme ça, c'est-à-dire que nous passons notre vie à remplir des mots au fur et à mesure que nous avançons. Et les mots sont généreux parce qu'ils sont prêts à recevoir des choses nouvelles. Mais parfois, j'ai utilisé ça avec des enfants et c'est extraordinaire, en jouant avec les mots. C'est-à-dire, on se donne un mot pour jouer avec et on dit, bon, on va dire ce qu'on pense par rapport à ce mot. Voiture. Alors, si on est avec 4 ou 5 enfants, chacun veut dire le premier parce que au début, c'est facile parce que la consigne, c'est de ne pas répéter ce qui a été déjà dit. Il faut écouter les autres. Alors, l'enfant qui va dire voiture, ah oui, la voiture, c'est pour faire des courses. Pourquoi pas? Une propriété de voiture, peut-être un enfant qui aime beaucoup faire ça. Un autre qui dit une voiture, il y a un klaxon. Les enfants adorent klaxonner dans les voitures. Bon, alors, déjà, faire des courses et klaxons, il faut les voitures, c'est pour se garer, bon, pour garer la voiture. C'est pour aller vite. C'est pour rigoler, c'est pour se promener, c'est pour aller, etc. Il commence à apparaître des propriétés de nos voitures qui sont en rapport avec les pratiques familiales et individuelles de l'enfant. Alors voilà, c'est ça le lexique, c'est cette activité qui commence à... Les mots commencent à devenir des contenants. Et j'aime beaucoup cette phrase de Freud qui dit que la psyché est étendue et qu'elle s'ignore. C'est-à-dire, ça pose ce problème des espaces psychiques que pour moi, je pense ça très silencieusement. C'est vrai que tous ceux qui se sont intéressés pour les psychismes humains se sont obligés de poser ces questions-là, mais ces questions qui vite est plutôt transférées vers l'intérêt des contenus psychiques. Mais c'est pour ça que, par exemple, Winnicott, avec son objet transitionnel, un objet espace transitionnel qui dit que parfois que l'objet transitionnel n'est pas complètement intérieur, mais pas complètement extérieur, mais c'est une espèce d'interface là. Mais Melania Klein parle d'objet interne. Mais cet objet interne, il faut le préparer un espace qui peut le recevoir. Lydia Ancienne nous parle des mois-pots pour essayer de comprendre les frontières, tout ça. Il parle aussi des enveloppes psychiques, c'est-à-dire cette idée des contenants qui peuvent contenir des expériences humaines, etc. C'est une problématique à la fois, digamos, psychologique, linguistique, analytique. C'est complexe. On voit la complexité du psychisme et la beauté en même temps, et qu'il n'est pas construit définitivement. C'est-à-dire ce qu'on appelle développement cognitif, c'est pas qu'à un moment donné, on est arrivé, on l'a fermé. Non, nous sommes tout le temps en train d'intégrer de nouvelles pensées, de nouvelles pensées. Alors, l'apparition des mots crée quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que ça donne accès à une opération fondamentale, c'est que pour qu'il y ait des mots, c'est une représentation de ce qui est contenu à l'intérieur du sujet. C'est-à-dire que les mots, c'est une représentation des expériences internes qui ont été représentées par le sujet pendant la première année.
Alors le mot apparaît comme une représentation des représentations. Alors tout ça apparaît dans un chapitre que je mets comme ça, hein, la représentation de la représentation. Hein. Et le langage, à ce moment-là, il me semble que le langage crée une différence par rapport au monde animal, c'est-à-dire que les animaux peuvent créer des propriétés des objets, peuvent créer des représentations des objets, mais ils ne peuvent pas les nommer. Et que par le langage, nous nommons les représentations que nous créons dans l'esprit. Alors c'est pour ça que les mots sont des représentations des représentations. Une fois que l'être humain a créé la représentation de la représentation, bien sûr, le lexique, la langue, tout est possible. Mais c'est une opération particulière, liée au langage. Mais une fois qu'on a créé une représentation de représentation, ça va se mettre en scène sous des formes très différentes. C'est-à-dire que quand je parle, je mets en scène, à travers la langue que je suis en train de parler, en ce moment-là, des représentations que je conçois à l'intérieur de moi en même temps que je parle. C'est pour ça que je peux le dire en français ou en espagnol ou dans les langues où je parle un petit peu. Alors, on est tout le temps dans cette opération de représentation, Et vous, à travers de votre écoute, alors, vous faites la représentation de ma représentation, à peu près. Vous essayez de voir, ah, il a voulu dire ça, etc. Alors, c'est-à-dire que le dialogue est une activité permanente de jeu de représentation de l'autre, etc., etc. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a, ça apparaît dans ce chapitre-là qui est un peu compliqué, la construction du lexique, jeu avec les représentations mentales. En fait, une langue orale, c'est un jeu permanent avec des représentations mentales. Je mets en scène mes représentations mentales qui est à l'intérieur de moi-même. Par cette représentation mentale, celui qui m'écoute se fait une représentation de mes représentations. Et il peut comprendre pas complètement. Alors, c'est là où ce qu'on appelle la communication, c'est une réussite de malentendu, parce que ça ne veut pas dire que je ne reconstruis pas exactement la représentation de celui qui parle. Et c'est un jeu permanent là, des ajustements permanents. C'est le jeu de la langue orale, c'est un ajustement permanent. Je dis ça, oui, mais ta. Mais derrière, c'est oui, mais ta là, il y a l'altérité qui réapparaît, c'est-à-dire, je te reconnais en tant que sujet énonciateur ce que tu dis, mais en même temps, mon mais, c'est pour me mettre moi là-dedans. C'est ce qui fait Socrate dans tous les dialogues. Dans tous les dialogues, il y a toujours écoute et il dit d'accord, mais. Vous voyez l'altérité, comment se joue discrètement dans des choses comme ça. Et cette opération de représentation, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet à l'être humain de créer de la pensée à partir de la pensée. C'est quelque chose de très bizarre, ça. Pouvoir créer de la pensée à partir de la pensée. Et ce qu'on appelle le lexique d'une langue, en fait, quand on apprend une langue, on apprend son lexique, c'est-à-dire qu'en apprenant les mots, nous pensons ce qui a été pensé par ceux qui ont utilisé les mots dans ces cultures-là. Alors voilà, c'est des opérations très étranges qui ne sont pas traitées par la linguistique, vraiment, ne sont pas traitées par la psychologie, etc. Alors il y a un ébauche de tout ça actuellement avec tous ces déploiements de théoriques de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. La théorie de l'esprit se joue un peu à ce niveau-là, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas capables d'expliquer ce qui est la pensée. Mais nous savons que la pensée existe comme expérience, comme disait Chomsky, on sait plus sur la pensée en tant qu'être humain que philosophe de la pensée. Alors, la pensée, nous savons que la pensée existe parce que nous pensons et nous projetons ça sur les autres. Nous savons que les autres ont des cauchemars parce que nous avons des cauchemars. Nous savons que les autres rêvent parce que nous avons une expérience avec les rêves. Comme beaucoup de choses, nous pouvons dire des choses sur l'amour parce que nous avons une expérience de ça. Nous avons une expérience sur la haine, probablement, etc. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans une espèce de faire dialoguer des espaces d'intersubjectivité à travers de cette espèce de représentation. Et la théorie de l'esprit, il y a des gens qui se sont intéressés de savoir à quel moment existait chez le bébé. Bon, il y a des expériences que je relate dans les chapitres là.
des expériences qui sont très marrantes, hein, et qui sont très simples. Bon, un exemple. Il y a un dispositif expérimental qui consiste à avoir des poupées ou une poupée, des bébés qui sont là. Il y a une poupée qui se met en scène et qui prend un objet et qui le met dans une petite boîte. Elle disparaît, il part, et après il revient et on pose la question, où est-ce que cette poupée va chercher l'objet? Tous les enfants disent là, dans la boîte, parce qu'ils savent que la poupée l'a mis dans la boîte. Mais il y a un autre dispositif expérimental qui consiste à la poupée mettre ce petit objet dans une boîte, elle s'en va, le bébé regarde tout ça, et entre-temps, il y a une autre poupée qui vient et il change l'objet d'espace, il le met dans une autre boîte. Alors, on demande au bébé où est-ce que la poupée va chercher l'objet. Alors, le bébé, à un certain moment donné, ils disent qu'il va le chercher dans la deuxième boîte, c'est-à-dire là où se trouve l'objet. Mais les enfants ne pensent pas que l'autre n'a pas vu véritablement que l'objet est là. Il pense qu'il va le chercher là où il l'avait laissé. Alors, c'est pour ça qu'on se rend compte très vite que les enfants, à un moment donné, sont incapables de faire une représentation de la représentation de l'autre. Et qu'à un certain moment, ils vont dire, ah, il ne peut pas aller chercher l'autre parce qu'il ne sait pas, dans cette boîte-là. Alors voilà, on a montré à un moment donné que la représentation, ce type de jeu était compréhensible pour les enfants à partir de 4 ou 5 ans. Mais après, on a fait des expériences, on s'est rendu compte que finalement, les bébés sont capables de comprendre ça très tôt. Et il y a un article de la revue Science qui publie souvent des articles qui sont très scientifiques. Et il montre que les bébés à 15 mois, à 12 mois sont capables de réaliser cette opération-là. Bon, je ne vais pas vous présenter les expériences là. Mais alors, la conclusion pour moi, c'est intéressant, c'est que ce qu'on appelle la représentation de la représentation, ce qui donne l'accès à l'apparition des premiers mots, c'est l'opération qui fonde la théorie de l'esprit. Et que les bébés sont capables déjà à l'âge de 12 mois, au moment où ils commencent à acquérir les premiers mots, de se faire une représentation de ce qui se passe chez l'autre. Et que c'est lié à la faculté du langage. Alors, ce sont des problèmes un peu compliqués. Mais bon, j'essaie de me débrouiller là-dedans. Mais je pense qu'effectivement, la représentation de la représentation est une opération fondamentale, extrêmement importante. Et je me rends compte, par exemple, dans le jeu des enfants, ça apparaît très tôt. Lorsque les enfants vont au théâtre ou telle chose, c'est qu'il y a un personnage qui monte un piège pour un personnage, et le personnage auquel le piège est adressé, il ne sait pas. Et lorsque le personnage va arriver, tout le monde commence à crier, les enfants. Oh! Il se rend compte de l'absence de représentation du personnage qui va tomber dans le piège. Il y a non seulement représentation de la représentation de l'autre, mais la représentation de l'absence de représentation de l'autre. C'est très compliqué, ça. Et c'est de là que vient les mensonges. Parce que je peux mentir parce que je sais que l'autre n'a pas cette représentation-là. Mais en fait, la morale du mensonge, c'est que quand je fais un mensonge, je suis en train de me mentir à moi-même parce que je sais que ce n'est pas comme ça. Je suis en train de jouer avec les représentations. Alors, vis-à-vis de tout ça, j'ai récupéré que le chapitre qui est consacré au lexique et au jeu de représentation mentale, c'est que le langage, finalement, est un jeu extrêmement sophistiqué et que passons notre vie à jouer avec les représentations mentales. Et qu'il y a un rapport très profond entre la faculté du langage et la possibilité de jouer. Parce que chez Winnicott a déjà essayé de décrocher un peu le jeu de l'interprétation classique de la psychanalyse, et en disant que le jeu, c'est une activité complètement naturelle qu'il faut l'apprendre en tant que telle. La langue anglaise lui a permis quand même de faire quelque chose d'extraordinaire, de distinguer entre les plays et les games. Les plays, c'est les babiles, jouer comme ça. Et la grammaire scolaire, c'est un game structuré. Hein? Le game, c'est très sophistiqué, très structuré, mais derrière tout game, il faut qu'il y ait un play. Si on veut que le game soit
plaisant psychiquement, il faut qu'il y ait un play. Et c'est pour ça qu'un adulte, parfois, peut faire des choses très ennuyeuses sans s'ennuyer s'il y a un play derrière tout ça qui soutient les games dans lesquels il faut tenir compte des règles d'une manière extrêmement précise. Alors, c'est pour ça que le jeu est tellement important chez les enfants. Et ce que nous faisons, la lecture à haute voix, c'est alimenter cette capacité liée à la faculté du langage de jouer avec les représentations mentales. Voyager imaginairement. Michel nous a tellement parlé du voyage, la littérature comme des voyages, les narrations comme des voyages, etc. Oui. C'est un jeu de représentation mentale extraordinaire. Voilà. Et ça donne ça alimente l'activité psychique. Parce que l'activité psychique, pour moi, ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Et nous sommes dans l'activité, dès que nous mettons à parler, nous sommes dans une activité psychique. Dès que nous mettons en position d'écoute, nous sommes dans une activité psychique. C'est pour ça qu'il faut alimenter toutes ces possibilités-là. Et les lexiques comme jeu de représentation mentale, je pense que c'est quelque chose, nous passons notre vie à jouer avec les mots. Et nous jouons avec les mots pour construire des histoires, pour construire des textes, pour parler, pour l'humour. L'humour, c'est parfois un jeu de petits mots comme ça, etc. Nous jouons avec les mots aussi, avec les enfants, pour les apprendre à articuler des mots. Tres tristes tigres, combien de trigo en tres tristes platos, j'ai appris quand j'étais petit, pour jouer avec des articulations qui sont tellement difficiles. Et ça, on trouve dans toutes les cultures, jouer avec les articulations, jouer avec les sonorités, etc. En français, vous savez, cette phrase qui est un peu compliquée. Un bon chasseur doit savoir chasser sans son chien, je ne sais pas, etc. Tout ça, c'est jeu articulatoire, jeu de sonorité et en même temps, jeu de représentation mentale. Alors, le lexique apparaît comme le cube qu'a l'enfant pour construire ses cabanes. En mettant ensemble des choses différentes pour construire quelque chose de nouveau qui est lié à la faculté de langage, comme je vous ai parlé au début. C'est ce qui fait l'enfant quand il prend un cube, il le met sur un autre cube, il dit « regarde mon château ». Ou l'enfant qui prend une feuille et il fait de cette feuille un avion. Ah, il dit « ouh ». Ou les enfants qui sont en train de manger la soupe et qui n'aiment pas et qui prennent la cuillère remplie de soupe, ils font un atterrissage pour mettre la soupe partout. En disant, bouh, les parents ne sont pas très contents. C'est-à-dire, toute cette capacité de jouer qu'il y a l'être humain, il y a l'opération de la faculté de langage camouflée, comme je l'ai dit au début, cette capacité, grâce à elle, de mettre ensemble des choses différentes pour construire quelque chose de nouveau. Entre une cuillère et un avion, il y a quand même une distance considérable. Mais l'enfant sait que la cuillère n'est pas un avion, mais il s'arrange pour faire de cet objet tellement différent quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, voilà. Et c'est ça le jeu. C'est cette chose qui est liée à la faculté du langage, de pouvoir en permanence mettre des choses différentes pour construire quelque chose de nouveau. Et ça donne le langage la possibilité d'avoir des énoncés à l'infini, c'est-à-dire que la combinaison de mots, elle est infinie. C'est un jeu qui ne se finit jamais. C'est un infini total. Voilà. Une fois que nous sommes des sujets parlants, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Voilà. Et après, il y a un chapitre où je me pose la question si les linguistes pourraient, disons, être en compétition avec les bébés. Parce que les vrais linguistes, c'est les bébés finalement, c'est qui sont capables de découvrir comment la langue est construite, la langue orale, et comment elle fonctionne, sans donner des cours vraiment. Alors là, j'ai fait un petit... j'avais écrit à Accès, ça fait très longtemps, un petit truc, il me semble que le titre, c'était « Le bébé est un linguiste qui s'ignore ». Le bébé est un linguiste qui s'ignore, oui. C'est le bébé, le vrai linguiste, dans le sens que c'est lui qui a cette capacité naturelle que nous n'arrivons pas à pouvoir expliquer, en écoutant, extraire de cette écoute-là, quels sont les gestes pour produire ces sons et comment est-ce qu'on peut jouer avec ces sonorités-là pour émerger comme sujet énonciateur.
Bon, et alors, il y a ce chapitre consacré là, si les linguistes pourraient, alors je fais un petit voyage linguistique là, c'est particulier, voilà, pour dire, nous les linguistes, nous sommes vraiment coincés, et déjà la grammaire traditionnelle était coincée parce que chaque fois qu'ils voulaient écrire une règle, la grammaire traditionnelle a trouvé, s'est défendue en disant toute règle a son exception. Parce que chaque fois qu'on formule une règle, immédiatement il y a une quantité de choses qui disent mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. La linguistique, c'est pareil. Chaque fois que nous appliquons une théorie linguistique à une langue, la langue est là pour nous dire mais ça, vous ne pouvez pas l'expliquer. Hein? Et alors, j'essaie de dire, ah, mais c'est ça la linguistique, etc. Mais le bébé, comment est-ce que le bébé, voilà, il y a une faculté naturelle qui est la faculté du langage, alors il faut l'alimenter. Et c'est en préparant cette alimentation que je consacre le dernier chapitre du livre, c'est lecture à haute voix et déploiement de la langue orale. Et c'est là où je consacre ces chapitres à l'association Accès, en disant que finalement, une admiration pour tous ceux qui se consacrent à la lecture à haute voix dans la petite enfance. Nous avons une expérience avec ça. Mais je pense que chaque fois qu'on dit à un enfant, des gens qui le font en groupe, bon, nous on le fait individuellement, mais chaque fois qu'on dit à un enfant, soit individuellement ou en groupe, mais surtout individuellement, l'enfant tire un profit incroyable par rapport à la faculté du langage. On est en train d'enrichir, de mettre en mouvement, ça. Il apprend des mots nouveaux, il adore la musique de la langue. Et en même temps, il y a une altérité présente parce que l'adulte qui prête sa voix pour lire un texte à un enfant, l'enfant sait que c'est pour lui. Alors, il y a cette altérité et dans cette altérité se trouve ce qui est profond du langage, c'est une reconnaissance réciproque des fichiers associés. Et là, nous le faisons, c'est pour reconnaître les compétences de l'enfant et être à la disposition, avoir une disposition psychique pour alimenter ces compétences de l'enfant. Et l'enfant va extraire de ce qu'on lui présente quelque chose qui nous échappe, nous ne savons pas, mais il va l'utiliser pour sa propre construction. C'est ça ce qui est fondamental dans ces activités-là et ce qui est fondamental dans la construction de la société humaine, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'humain pour construire l'humain. Et l'adulte est là, il prête sa voix pour lire un texte, et on est en train de dire à l'enfant, dans le système d'écriture, il y a une voix silencieuse que je suis en train de construire. Mais c'est extraordinaire. Parce que tous les systèmes d'écriture, c'est la reprise de la langue orale, la simplification de la langue orale. Et on a passé tellement de siècles à créer un système d'écriture. Et nous voulons que les enfants ils les apprennent en quelques semestres, apprendre à lire et à écrire. Non, alors il faut donner la possibilité aux enfants de découvrir cette complexité qui est contenue dans un système d'écriture. Et il faut que les enfants, grâce à la lecture à haute voix, découvrent tout ça. Et c'est pour cela que les enfants sont tellement doués, les bébés, quand on les lit des textes comme ça, tout d'un coup, ils s'ouvrent un livre, ils commencent à dire ta 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 ta. C'est-à-dire, ils ont découvert qu'il y a une voix silencieuse dans un système d'écriture qu'il faut la reconstruire. Et ça, c'est précieux. Ça va donner une série de préambules avant d'arriver à l'école pour apprendre à lire et à écrire dans de bonnes conditions. Et on est en train de dire aux enfants, mais un livre, ce n'est pas un objet comme les autres. Un objet, on peut le tourner dans tous les sens, mais un livre, dès qu'on ouvre un livre, on est dans une culture. Les cultures n'organisent pas l'espace des livres de la même manière. On ne lit pas dans la même direction dans toutes les cultures. Et tout système d'écriture, c'est une représentation de la musique de la langue orale sous la forme des systèmes de graphèmes, etc., etc. Ou des icônes, tout ce que vous voulez. L'enfant qui n'a pas découvert qu'il y a un rapport entre la langue orale et le système d'écriture qui est là, il est coincé. C'est quand il découvre ça, il découvre son explication. Il le découvre. Et à partir de là, qu'est-ce que c'est extraordinaire, tous les processus d'identification aux personnages qu'il entend, aux histoires, qu'est-ce qu'il apprend des mots. Ils adorent prononcer les mots qui sont tellement difficiles. La peur d'apprendre
de Weimar nous a montré comment les enfants peuvent apprendre les mythes, les histoires tellement compliquées, les notes tellement difficiles à prononcer, parce que ces jeux d'articulation, comme vous disiez à un moment donné, et des sonorités, et des personnages, tout ça, permet à l'enfant d'entrer dans ce processus d'identification à travers les textes. Et tout ça, le dernier chapitre, c'est vraiment un hommage à ce que fait Accès. À tel point que j'étais coincé à un moment donné parce que parler d'accès, ça peut paraître un peu trop individualiste et dire mais pourquoi vous ne parlez pas de tellement d'associations. Alors je mets des notes en disant voilà, il y a tellement de. C'est impossible, mais chacun fait son travail à sa manière. Nous le faisons là, lecture individuelle en petit groupe, parce que nous avons découvert que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je parle un peu de ce que nous faisons dans les séminaires, le travail de nos lectrices, etc. Bon. Voilà, le dernier chapitre, c'était consacré à cette expérience humaine de comment alimenter la faculté du langage, l'enrichir de la plus tendre enfance, avec une conviction profonde que le destin individuel et social de l'être humain se joue dans le langage, dans la langue orale. Et c'est pour cela que je me suis permis d'intituler le livre « Langue orale, destin individuel et social de petites filles et de petits garçons ». Voilà, c'est ça à peu près le parcours. Je pense que les gens qui m'écoutent vont dire « Ah, mais peut-être, je souhaite lire ce livre-là ». Une fois qu'ils vont commencer à le lire, probablement ils vont être déçus. Parce que la complexité de la problématique que je vous présente actuellement, chaque fois qu'on écrit, il faut développer un point, faire en détail, alors il faut laisser à côté d'autres problématiques. L'écriture, c'est extrêmement rythmé et doit être bien travaillé. Et plus on la travaille, parfois plus on travaille, on a tiré un point bien précis, ce qui est très bien. Tandis que la langue orale permet de faire un mélange extrêmement incroyable, comme je suis en train de le faire, pour faire passer une quantité de complexité qu'on sent qu'elle dialogue entre elles. Ça, c'est très difficile à l'écriture. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas écrit beaucoup. Parce que je sens que je suis plus, comment dire, plus à l'aise en langue orale, avec tous les risques que ça comporte, quand même prendre la parole comme ça, etc., qu'au lieu d'écrire, etc. Alors, j'ai cette difficulté-là, que je ne peux pas. Je me sens plus à l'aise dans la musique que la langue orale, même s'il y a un accent incroyable en français ou en anglais quand il parle. Mais bon, je trouve que les langues sont généreuses. Une fois qu'on les a aimées, une fois qu'on les a intériorisées, ils ne laissent pas tomber. Elles sont là, au secours. Et ça, c'est pour ça que le langage est un compagnon interne. J'aime ces compagnons internes parce qu'il me permet de parler aux autres, mais aussi de me parler à soi-même, à moi-même. Et voilà une fonction du langage qui est liée à l'altérité. C'est parce que dans la langue orale, et comme la langue est un processus de transmission, que finalement la langue orale contient l'autre, parce que ça vient de l'autre. Mais c'est parce qu'elle vient de l'autre et je l'ai intériorisé que je peux me parler aussi à moi-même. Et cette fonction de se parler à soi-même, pour moi, elle est tellement, tellement importante. Chose qui n'est jamais traitée par la grammaire scolaire, très peu, hein, la linguistique non plus. Sans cette fonction, je pense qu'on peut s'adresser aux autres parce qu'il y a aussi la possibilité de s'adresser à soi-même. Et laquelle est la plus importante? Je me pose la question. Voilà. Voilà, c'est mon petit bavardage par rapport à ces questions-là. Ah, vous êtes généreuse. Voilà. J'aimerais poser une question. Je ne sais pas comment faire. Il faut que je n'ai pas d'image. Vous n'avez pas d'image, mais c'est l'animatrice qui peut la remettre. Oui. Merci.
Alors, voilà, pardon, petit problème technique, on y est. Voilà, normalement, ça devrait jouer. Alors, en fait, merci beaucoup. C'était très riche et magnifique. Continuez à parler. C'est toujours très foisonnant et plein de vos expériences. Je voulais juste partager le fait que je suis liée à un centre pour femmes migrantes. Et ce qui a été mis en place dans l'espace enfant pour aider à la séparation, c'était justement d'enregistrer la voix de la mère et de faire entendre à l'enfant un petit bout où la mère dit au revoir, je t'aime bien, mais juste musicalement, ça aidait ces bébés de 4 mois et plus à accepter d'être séparés et la transition était extrêmement facilitée, quoi. Alors, par rapport à cette question, je me demandais si justement le fait d'enregistrer, de véhiculer, on n'a plus que la voix, plus que la musique, on n'a plus le support de l'odeur, de l'objet transitionnel comme ça. Est-ce que vous avez aussi déjà réfléchi à cette question? Oui, bien sûr. Je me suis rendu compte qu'en fait, un bébé, au début, il est bombardé d'informations sensorielles. Vous faites référence à l'odeur. Oui. L'odeur, c'est-à-dire qu'il y a l'odorat, qu'il y a les touchés, qu'il y a l'audition, qu'il y a les regards. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle les sens classiques. Le bébé vient au monde avec déjà fonctionnel, ces sens classiques. Et sont des informations, il est bombardé d'informations, c'est-à-dire un bébé pendant les premières semaines de sa vie, mais qu'est-ce qu'il y a des informations sensorielles incroyables qu'il doit maîtriser ou gestionner. Mais précisément, grâce à la faculté du langage, le bébé va rassembler, unifier toutes ces informations sensorielles pour créer quelque chose qu'on peut appeler la pensée sensorielle d'un bébé. La pensée sensorielle d'un bébé. Ce qu'on appelle les sens, étant donné que la faculté du langage a la possibilité de rassembler des informations sensorielles pour créer la pensée. C'est ça la faculté du langage. Quand nous parlons, ça nous rend compte, finalement, il y a beaucoup d'informations sensorielles très différentes qui les condensent pour penser. Et précisément, ce qui est important, c'est alimenter ça. Et oui, la voix de la mère, ça produit des effets, les odeurs, des caresses. Les bébés sont tellement sensibles au rythmique que quand on prend un bébé au début qui dort dans les bras de sa maman et la maman, pour une raison quelconque, vous les passe et vous commencez à marcher, le bébé se réveille. Parce que c'est pas la même que celle de la marche de la maman. Ils sont sévères là-dedans. Et dès que la maman les prend, les bébés qui sont en train de pleurer, et la maman les prend dans les bras, ils commencent à se calmer. C'est-à-dire la faculté de langage rassemble toutes les informations, crée quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la pensée. Et c'est pour cela que la poésie, c'est une interface entre les sensoriels. Nous pensons conceptuellement, mais les bébés sont plus sensoriels. Et la poésie, c'est une interface entre les conceptuels et les sensoriels. Regardez les grands poèmes, il y a tellement d'informations qui renvoient au regard, au toucher, à toutes ces choses-là. Et dans le livre, je me suis amusé à analyser certaines propriétés, surtout de l'audition. Ce n'est pas l'audition que les bébés vont s'approprier de la langue orale, ce n'est pas l'audition qui construit sa voix, ce n'est pas l'audition qui devient musicien, qui devient poète et écrivain aussi, parce qu'il y a une musique dans l'écriture. Chaque écrivain, il y a une musique, il y a son style. C'était cette question-là que je voulais te poser, Evelio, c'était dans tout ce que tu as expliqué, quel est le jeu psychique pour toi de l'écrivain? L'écrivain, c'est un dialogue avec lui-même dans le travail d'écriture. C'est ça, l'écrivain. Cette fonction du langage de pouvoir parler à soi-même, d'aller lire ses représentations mentales pour l'écrivain, c'est un dialogue interne. C'est pour ça que l'écrivain est en train de lire ce qu'il a inscrit psychiquement dans l'acte d'écriture. Tout écrivain lit son livre. C'est par là que j'ai créé un concept de livre psychique. Que chacun de nous est en train de se rendre compte d'un livre psychique
dans lesquels nous mettons toutes les expériences que nous recevons du monde extérieur, du monde social, et de ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, l'écrivain fait une lecture de son livre interne, et celui qui lit l'écrivain, il fait une lecture de la lecture qu'il a fait. Et il y a toute une série de lectures qui s'envoient. Et en même temps, en lisant l'écrivain, on met en mouvement sa propre activité de pensée. C'est-à-dire, pour moi, la lecture, c'est un acte d'amour parce que dans la lecture, on met en mouvement une pensée qui est contenue là. Mais en même temps, ces pensées alimentent mon activité de pensée. Et je pense que lire un texte qu'on aime, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est une manière de mettre en mouvement ce travail de l'écrivain qu'il a écrit en dialoguant avec lui-même. Il nous présente les résultats de son dialogue antérieur, si on peut dire les choses comme ça, de sa souffrance antérieure, de sa connaissance antérieure. Et immédiatement, quand je commence à lire, je dialogue, il y a une représentation des représentations. Mais mes représentations se mettent en mouvement en fonction de ces représentations qui sont captées à travers des systèmes d'écriture. Et là, nous créons un dialogue de représentation à représentation. Et parfois, je me crée l'espace, je suis d'accord, mais en même temps, je peux dire là, peut-être, etc. Et c'est très important, cet espace-là. Parce qu'on ne peut pas tout refuser, il n'y a pas de dialogue. On ne peut pas tout accepter, il n'y a pas de dialogue. Il faut un d'accord, mais. Et c'est ça, dans tes subjectivités humaines à travers le langage. J'ai une Alors, je ne sais pas si question. je réponds à votre question. Je ne sais pas, madame, si je réponds à votre question. Oui, nous faisons tout ce que nous faisons parfois, c'est toujours en essayant de faciliter la vie psychique aux enfants. Mais il y a des pratiques qui sont parfois plus intéressantes que d'autres. Actuellement, par exemple, il y a ces dispositifs qui sont très rassurants. Je vois, par exemple, mes enfants, mon fils qui a des petits, cette petite caméra qu'on met dans les berceaux, là, pour voir si l'enfant, comment il est, si la couverture n'est pas arrivée à couvrir son visage, s'il bouge, etc. Et chaque fois que là, ça renvoie une information là, à l'appareil qui est là où on est en train de discuter au manger, de regarder le bébé, etc. Bon, c'est pas mal tout ça. Bon, mais en même temps, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est la représentation interne que l'adulte a de ce petit bébé, de sa souffrance, de ses possibilités, de ses besoins. C'est ça qui est important. Je donne tellement d'importance à cette espèce de représentation dans l'absence des sujets. Je me souviens que quand j'étais à Paris 7, il y avait toutes les femmes qui avaient des petits. Quand ils arrivaient au début, qu'ils reprenaient le travail, il ne fallait pas demander beaucoup parce qu'ils sont tellement en train de penser des bébés qui ont déposé dans une crèche, des choses comme ça. Et on les voit très vite en regardant la montre à l'après-midi pour partir, pour aller prendre ce bébé. Et ça, ça me paraît très important parce que ça veut dire que le bébé a été déposé dans la crèche, mais il n'a pas été abandonné. On peut dire qu'il est présent. Et c'est cette présence interne qui donne une petite résidence dans ma psyché à l'autre, qui est source de vie psychique dans l'intersubjectivité des adultes. Je ne sais pas si je réponds à la question de madame. Bon. Madame Florence Galland. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous savez, dans toute réponse, il y a toujours un non-dit, une non-réponse. Mais j'espère qu'il y a la possibilité de d'accord, mais voilà. Je trouve très intéressant ce que vous dites par rapport à l'écrivain et à son monde interne qui partage à travers ses mots. Oui. Parce qu'à un moment donné, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre pour enfants et je cherche justement la poésie, la rythmique. Et c'est des mots compliqués qui viennent, mais tant pis, les enfants comprendront, j'imagine. J'espère. Parce que la rythmique est plus importante que ça. Oui, les enfants sont très sensibles à tout ce qui est rythmique. Rythme alimentaire, rythme de présence en sens, etc. J'ai constaté que dans les crèches, lorsque une maman arrive normalement, il dit bonjour, il y a des enfants qui immédiatement viennent, ils courent à la voix.
il y a des bébés qui commencent à pleurer, mais ils ne pleurent pas parce qu'ils souffrent, parce qu'ils disent « je suis là, viens vite » dans les versions. Quand la maman dit « bonjour », donc il y a parfois un bébé qui commence à pleurer. C'est son bébé. Mais c'est extraordinaire ce moment-là parce qu'il dit « je suis là ». Voilà. Mais quand la maman arrive en retard, parce qu'un jour il y a eu un embouteillage, tout le monde est parti et le bébé est resté là parce que sa maman n'est pas encore là et on va le garder 10 minutes ou un quart d'heure de plus. Quand la maman arrive, le bébé n'est pas content parce que le rythme n'a pas été respecté. La question du rythme est fondamentale. Vous savez, Paul Fraisse a écrit un livre en 1970, je pense, qui est, le titre c'est La psychologie du rythme. C'est un livre ancien, mais très, très, très intéressant. Je l'ai repris pour le lire. Et il fait vraiment, il analyse le rythme de tout. C'est ça. Et c'est vrai que nous sommes tous dans un rythme de vie, rythme des habitudes, rythme de travail, rythme de repos, etc. Les rythmes sont tellement incarnés dans notre vie. Et c'est très culturel tout ça. Et Paul Fraisse a fait une dimension de l'analyse des rythmes en allant des rythmes cardiaques au rythme digestif, au rythme des planètes, etc. Comment il y a une espèce de communication entre les biologiques, etc. J'ai trouvé ça extrêmement riche, ce livre-là, de Paul Fraisse, La psychologie du rythme. Et c'est vrai que les bébés sont extrêmement assoiffés de ce qui est rythmique. Et c'est la raison pour laquelle il y a une littérature infantile qui est universelle dans toutes les langues, que c'est les petits jeux de mots, les rythmes. Vous ne l'avez pas, c'est le multifruit. Et par rapport à la question de l'écriture et tout ça, parfois on utilise des métaphores pour dire des choses, mais il y a certaines métaphores qu'on a parfois envie de dire, ce n'est pas une métaphore à proprement parler, c'est plus fort que ça. Je pense que ce que j'appelle livre psychique. Je pense que chacun de nous est en train d'écrire un livre qui nous échappe à nous-mêmes, dans lequel nous mettons tout ce que nous recevons du monde extérieur, du monde social, de toutes nos allégrries, nos joies et souffrances de notre monde intérieur. Et dans ce livre, il y a beaucoup de choses qu'on ne voudrait pas qu'ils soient là-dedans. Cependant, elles sont là. Et c'est terrible, ça. Dans tout livre psychique, il y a beaucoup de joies et de souffrances. Et c'est vraiment la métaphore de la vie. Et ces livres psychiques, c'est pour ça que je dis souvent, bon, les livres physiques que je peux prendre dans les mains, que je peux trouver dans tous les sens, me permet parfois de lire des choses que je n'ose pas lire dans mon livre psychique. Je me permet de les lire indirectement. Et peut-être c'est ça une fonction aussi des livres. Aussi parmi toutes les fonctions là. Mais dans tout livre psychique, il y a des choses qu'on ne voudrait pas qu'ils soient là. Et voilà, et c'est pour ça que je pense que l'écriture s'alimente beaucoup de notre propre livre psychique. J'ose dire parfois que ce livre reste inachevé. Voilà. Pour qu'il reste inachevé, voilà. Et je tiens beaucoup à c'est des petites choses qu'on construit chacun de nous, des images qu'on se donne chacun de nous à travers de notre expérience, dans laquelle nous créons une espèce de miroir dans lequel nous pouvons narcissiquement nous auto-regarder, si on peut dire les choses comme ça. Mais qui nous permettent d'accepter beaucoup de choses. Et je pense que l'humanité a inventé des livres parce qu'il porte un livre à l'intérieur de soi-même. Merci. J'ai une autre question sur le chat à côté. C'est comment cela est vécu pour les malentendants et les sourds? Peuvent-ils vivre cela? Je ne connais pas votre association. Ah, merci pour cette question-là, vraiment. Je la remercie vivement. Parce que précisément, dans ces questions du langage, le langage, c'est un dispositif qui se manifeste à travers les langues orales, comme on dit. Mais la langue des signes, c'est une langue exactement comme la langue, comme n'importe quelle langue. C'est comme si j'appelais la langue des signes, c'est une langue, c'est-à-dire que la langue orale,
rend audible la pensée. Bon, c'est une petite phrase, non? La langue orale rend audible la pensée. C'est compliqué ça, c'est tellement facile à prononcer, mais tellement difficile à comprendre. Comment est-ce que ça s'est fait? Et la langue des signes met en scène la pensée sous la forme des mouvements harmonieux. Mais un enfant qui est sourd, il faut lui parler comme s'il entendait. Et je dirais encore plus, parce que les premiers livres que tout être humain commence à lire dans la communauté là où il est né, c'est l'intonation de la voix et le mouvement du visage. Et les bébés sont extrêmement doués pour ça. Les bébés sont tout le temps en train de lire notre voix et nos visages sans que nous se rendions compte. Et c'est grâce à cette lecture-là qu'ils commencent à construire du sens. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas dire des mensonges à un bébé, parce que par l'intonation de notre voix, nous sommes en train de dire comment est-ce que nous sommes en train de le vivre à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a des manières spéciales de parler au bébé. Et c'est pour ça qu'on parle au bébé d'une manière lente en français. Ah, tu es fatigué, tu as faim. On est en train de lui donner cette lentitude, c'est une manière pour lui donner des informations de l'activité articulatoire pour produire ses sons. Et en même temps, c'est une manière de lui consacrer plus de temps. Et en même temps, c'est une manière de mettre en scène la manière dont nous sommes en train de le vivre à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça crée une espèce de miroir pour les bébés. Et c'est pour ça que et les bébés qui sont sourds, il faut les parler et comme on fait avec un bébé normal, c'est-à-dire que la première communication, c'est face à face et surtout à 25 cm de distance. Les bébés sont capables de lire parfaitement ce qui se passe sur le visage et l'intonation de la voix. Et les enfants sourds, il faut qu'ils apprennent à lire la grammaire du visage pour commencer à construire ces choses mystérieuses qu'on appelle la pensée, les embryons de signification. Et c'est pour ça qu'il faut consacrer beaucoup de temps avec les enfants sourds, à leur parler. Une fois que l'enfant sourd a commencé à lire le visage, ça va faciliter l'acquisition de la langue des signes. Et la langue des signes va conserver une mémoire de tout cela parce que la langue des signes a besoin qu'on regarde le visage de la personne qui est en train de signer. C'est le visage. Et c'est pour cela que dans la langue des signes, il y a des gestes comme dans la langue orale. Dans la langue des signes, la personne est en train d'articuler. Ah, oui. Vous comprenez? Parce qu'il y a eu une identification qui a passé par des schémas corporels très tôt. Parce que le bébé a la capacité de dire, interpréter, traduire sur son corps ce qui s'est passé sur le corps de l'autre. C'est cette activité musculaire, gestuelle. Et ça va lui aider. Et nous mettons les émotions en scène, soit par l'intonation de la voix, ça on le connaît depuis l'oratoire de l'Antiquité, comment est-ce que les émotions, que l'amour, la haine, la tristesse, la mélancolie passent par les émotions, par l'intonation de la voix, mais aussi par des dialogues qu'il y a entre l'intonation de la voix et le mouvement du visage. Il y a un dialogue entre les deux. Si nous racontons une chose triste, notre visage n'est pas triste aussi, si on peut dire. C'est-à-dire, on ne peut pas dire une chose très triste avec un visage souriant ou je ne sais pas quoi. Bon, il y a une espèce de dialogue entre ces choses. Alors, les enfants sourds ont besoin de cette grammaire, j'appelle ça la grammaire du visage, pour pouvoir avoir accès à la langue des signes d'une manière intéressante. Mais le langage se met en scène par la langue orale, il se met en scène par la langue des signes. Mais il y a tout le mystère de ce qu'on appelle le récit. Un récit peut-être langue orale, peut-être par la langue des signes, mais un récit peut-être fait par la musique, par la danse, par les mots, bien sûr. Je pense que, y compris probablement par les maladies psychosomatiques qu'on met en scène par des manières tellement différentes. Mais tout ça, c'est une espèce de langage, soit adressé à l'autre ou à l'autre antérieur. Je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître que la langue des signes, c'est une langue à part entière. Et Canada a été le dernier pays à accepter la langue des signes comme langue nationale. Actuellement, il y a autour de 150 pays qui l'ont accepté. J'ai l'espoir que dans quelques années, tous les pays du monde auront fait ce pas
l'humanité nécessaire de faire que la langue des signes est une langue comme la langue orale, intégrée dans les cultures. J'ai Patricia qui me dit, Evelio, une fois des parents muets m'ont demandé comment faire puisqu'ils ne pouvaient pas lire ni parler à l'enfant. Comment s'établit donc le dialogue dans ce cas-là? Le dialogue se transmet beaucoup par les regards, dans ce cas-là. Dans les langues des parents qui sont sourds parfois. C'est-à-dire, finalement, il y a un rapport entre les sensoriels, comme je disais au début, et les sensoriels et la faculté du langage. Que si on est aveugle, ce n'est pas l'audition qui va reconstruire. Les aveugles n'ont pas de difficultés pour apprendre la langue orale. Et donc, certaines difficultés parfois, certaines prépositions, mais la musique et la langue. Si on est sourd, il y a la langue des signes. Mais le langage, c'est quelque chose qui va tout le temps de sensible à l'intelligible. C'est pour ça qu'on peut lire avec les doigts. Lire avec ses doigts, c'est quand même. Mais ceux qui sont appris à lire, lisent comme nous, un test, etc. Alors, le langage, tout le temps, c'est pour ça qu'il donne beaucoup d'importance à tout ce qui est des informations sensorielles, unifiées par la faculté du langage. Et je pense que les Grecs ont eu raison quand ils ont fait cette différence fondamentale du point de vue philosophique entre formes sensibles et formes intelligibles. Et les formes sensibles passent par les sens, que l'odorat, que le goût, que l'odeur, que le toucher, que ce qui est entendu. Et à partir de ces formes d'information sensible, on va penser ça là où on construit la pensée. Et c'est pour ça que la opposition forme sensible, forme intelligible de philosophie grecque est très importante. Et la forme sensible, lorsque Platon nous disait que les idées étaient la méta-représentation mentale qui permettait de mettre en scène toutes les formes de bateaux qu'on pourrait construire l'humanité, la suprématie des idées qui est le monde de l'intelligible, mais ces intelligibles donnent des sens aux sensibles, ou vice-versa. Je pense que le langage est un dialogue permanent entre les sensibles et l'intelligible. J'écoute des sons, je transforme ces sons en pensée. C'est quand même. Mais les sons, c'est travaillé par les sensoriels, par l'audition. Et c'est de là une difficulté que j'ai trouvée pour la question de la langue orale, c'est qu'on sait, on pourrait dire que du point de vue de la physique, on analyse un son physiquement et on sait ce qui arrive à l'oreille. Mais comme l'oreille a l'oreille externe, l'oreille moyenne et interne, et après le nerf qui va au système nerveux central. Alors, nous ne savons pas actuellement quelles sont les transformations qu'un son, qu'un mot peut avoir dans tous ces voyages qu'il fait des oreilles externes, moyennes et internes, et après, etc. Nous ne savons pas. Alors, c'est pour ça que la psycholinguistique avait cru pouvoir comprendre ça, a été obligée d'aller se réfugier dans des petits exercices que nous appelons d'accès au lexique. Je prononce un mot, et la personne qui écoute dit « Ah oui, ça me dit quelque chose ». Je prononce le mot « bateau », y compris les bébés, les enfants très vite. « Ah oui, oui, oui ». Mais je dis « bapo », et là, « bapo », c'est un son que même s'il a les mêmes sons de la langue française, mais pas organisé de telle manière que c'est une structure sonore qui n'a pas de sens en français. Et très vite, les enfants, les humains sont capables de reconnaître « Ah oui, ça c'est oui, 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 oui ». Et c'est là qu'on a découvert qu'il y a des mots de la vie quotidienne qui sont compris avec une vitesse incroyable et que les mots un peu sophistiqués, tout ça, on les comprend, mais ça fait travailler plus, ça prend plus de temps. Alors, il y a un travail très sophistiqué pour passer de l'audition externe de la sonorité à assigner un sens, une pensée. Mais c'est là où la culture va se greffer tellement de choses, vous voyez la complexité. C'est pour ça que la langue orale, c'est un vrai énigme scientifique. Mais c'est une banalité. Pas vraiment. Qui fait partie de la vie quotidienne. Non, c'est un exercice comme ça d'essayer de comprendre ces fonctions naturelles que nous incarnons depuis la petite enfance et que c'est un processus de transmission extrêmement beau, extraordinaire.
Et c'est là où la linguistique actuelle, avec tout ce qui a fait Chomsky, tout ce qui a fait la théorie de l'énonciation, va vers l'idée de pouvoir que ce qu'on appelle le langage se met en scène sous des formes des opérations qui sont très abstraites, qui appelaient ça des opérations langagères, et que le but de la linguistique, c'était de reconstruire ces opérations langagères en analysant les langues, et que certaines opérations sont spécifiques à une langue, où il y aura quand même toutes les langues partagent quelque chose de commun et quelque chose de différent. Dans des livres, je vais donner un exemple de comment est-ce qu'on acquiert l'espace dans les langues. C'est-à-dire que dans toute langue, il y a des choses de type ici, là, là-bas. Here, there, over there. Mais l'espagnol, il a un système qui dit aquí, acá et allá. Mais il y a à côté un système qui dit aquí, ahí et allí. Alors, quelqu'un qui vient d'une langue différente comprendre que la différence qu'il y a entre ahí et aquí, c'est compliqué, etc. C'est une spécificité de la langue espagnole. Je ne l'avais jamais compris, ça. Et c'est une fois, en voyant un cinéaste qui faisait un film, un cinéaste français, et le personnage était, l'artiste était espagnol. Et il parlait espagnol assez bien, là. Et à un moment donné, celui qui avait la caméra disait à celui qui était là comme acteur, il lui disait « Allí, allí, allí ». Et l'autre, il ne comprenait pas, il disait « Allí, allí ». Il le faisait comme ça, en disant « Je ne comprends pas ». Il devrait lui avoir dit « Ahí, ahí, ahí ». Ahí, ahí, dans ce cas-là, ne bouge pas. Et là, j'ai compris que l'ahí en espagnol, c'est l'acquis de l'autre. Qu'il y a l'acquis ou l'ici quand je parle, mais il y a un ici de l'autre, c'est-à-dire, quand on lui parle, c'est pour ça qu'on lui dit aïe, aïe, aïe. Ça, c'est l'espace qui te correspond de la manière la plus parfaite. Alors, c'est compliqué. Alors, ces opérations-là, on peut maintenant décrire ce qui est spécifique à une langue, ce qui est une langue où on ne trouve pas dans les autres, et comment les autres langues, par des paraphrases, faire passer ce qu'elles ne peuvent pas dire dans une structure strictement formelle. C'est un jeu, tout ça, d'essayer de comprendre le langage, mais c'est compliqué en même temps. Et peut-être, je commence à vieillir et tout ça ça va continuer à me travailler dans la tête. Et le langage sera toujours prêt à s'échapper là où on veut l'enfermer. Voilà, voilà, je pense qu'on ne va pas quand même fatiguer les auditeurs. Pas du tout, on est émerveillés vraiment du nombre de pistes de réflexion que tu nous as proposées. Et j'espère beaucoup qu'on va arriver à ce que ton livre soit traduit en français et qu'on puisse faire rayonner toute cette richesse de concepts et de réflexions. C'était vraiment un moment tout à fait extraordinaire, je trouve, Evelio. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir eu cette patience d'être dans une écoute attentive. J'ai une autre question encore, c'est quel est le nombre maximum d'enfants pour la lecture à voix haute puisse être bénéfique peut-être pour les lectrices, cette question-là. Oui, voilà. Nous savons actuellement ces discussions entre la lecture en groupe, etc. C'est comme la lecture en groupe, c'est aussi comme quand on fait une conférence, il y a 50 personnes, il y a 10 ou il y a 200 ou 300 ou 600. C'est-à-dire que la limitation des groupes, ce qui est intéressant, je pense que c'est très difficile à répondre à ces questions-là, de dire la lecture en groupe est plus bénéfique quand on dit à 5 enfants que quand on dit à 10 souvent. C'est très difficile. Parce que finalement, c'est l'écoute qui est intéressant. Moi, ce qui me paraît intéressant dans la lecture en groupe, c'est qu'un enfant, à un moment donné, doit découvrir qu'il doit écouter, même si on ne s'adresse pas à lui. Ça, c'est tellement important. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échecs scolaires parfois à l'école. C'est que quand on parle à l'enfant, il est là, il écoute, on le force, il est là, on lui parle. Mais dès qu'on commence à parler en groupe, alors il n'écoute plus. Il s'en va. C'est-à-dire pouvoir maintenir l'activité d'écoute, même quand on ne s'adresse pas personnellement à moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais cette activité d'écoute est tellement alimentée dans la lecture à haute voix individuelle
On voit que vraiment les enfants sont centrés dans la concentration, etc. Et on a besoin d'alimenter cette activité d'écoute, surtout la faire d'une manière gratifiante, dans une activité partagée, parce qu'une activité est partagée dans l'intersubjectivité. C'est ça, c'est une activité partagée à deux. C'est pour ça qu'il donne beaucoup d'importance au regard conjoint qui apparaît vers le 4e mois, lorsque l'enfant, au début, regardait un peu comme ça, mais il y a la convergence du regard qui se fait vers le 4e mois. Et à partir de ce moment-là, l'enfant peut vraiment sentir le regard sur des choses qu'on lui montre. On a commencé à le faire depuis la naissance avec les mobiles. Et maintenant, on a un livre d'images et on regarde tout ça ensemble, chacun à sa manière. On est dans une activité partagée. Et ça, c'est très important. Et c'est cette activité partagée qui permet finalement de transmettre la culture et beaucoup de choses. Et qui pose quelque chose de très intéressant du point de vue physique, c'est-à-dire que, je répète, la première communication, c'est face à face. C'est universel, ça le fait. Mais à partir d'un moment donné, on dit, c'est fini mon petit, on va commencer à regarder quelque chose qui n'est ni toi ni moi. Et on introduit ce triangle. Et la lecture individuelle, dans ces cas-là, met en scène ce triangle, par lequel le monde extérieur et beaucoup de cultures vont entrer. Et c'est pour ça que notre pratique de lecture individuelle en petit groupe est très importante. Mais bien sûr, quand on lit en groupe, c'est important aussi. Mais je donne beaucoup d'importance à ces rencontres de psyché à psyché qui se réalisent dans un acte de lecture individuelle. Ou lorsque l'enfant est étonné, on est témoin de son étonnement, on le laisse étonner. Parfois, nous voyons comment les enfants utilisent l'activité d'éthique à montrer des images qui les intéressent dans les livres, manière de convoquer l'autre. Ils montrent des choses que nous n'avons pas vues. C'est une activité ici que l'autre, le fait d'aller regarder ce que l'enfant a vu, nous a montré ou nommer ce que l'enfant est en train. C'est une manière de reconnaître son activité ici. Ces choses-là qui sont tellement essentielles, qui fondent le langage, reconnaissance réciproque de psyché à psyché, ne sont pas mises en scène de la même manière dans le groupe. Parce que là, l'enfant ne peut pas aller vous montrer, ou etc. Mais c'est important aussi, ce qui se fait en groupe. Nous aimons aller au concert, nous aimons aller aux grandes conférences, aux petites conférences, etc. Au théâtre. Je dirais, comment faire goûter aux enfants les deux, ça serait extraordinaire. Pourquoi pas. Marie, tu veux dire un mot de... Oui, je voulais dire quelque chose. Je ne sais pas si on a le temps. Oui, on a le temps. 6 minutes. Je veux dire que c'est magnifique, c'est vraiment, si ça pouvait paraître, ou en tout cas, on pourrait peut-être en faire un petit résumé, je ne sais pas, avec Evelio. Et puis, de toute façon, là, ce séminaire, c'est vraiment, ça apporte énormément de choses. Écoute, on a vraiment beaucoup de chance de travailler avec toi depuis si longtemps. Alors voilà, je voulais dire que quand même, des fois, ça part dans des sphères très compliquées à comprendre. Et là, ça m'a repris. Alors, je voudrais un peu donner une explication qui est à partir d'un exemple triste, puisque j'ai une amie qui vient de faire une aphasie, qu'elle m'a téléphoné d'ailleurs en début, voilà. Et donc, quand tu parles de moi, pendant longtemps, quand vous, les linguistes, psycholinguistes et tout ce que vous dites de passionnant, que vous mettez à parler de représentation, ben, j'avoue que pendant longtemps, pourtant, je suis neuropsychiatre et j'ai fait beaucoup de neurologie et j'aurais dû savoir, me rappeler. Donc là, l'actualité, ma copine fait une aphasie et elle a la représentation psychique et elle n'a pas la représentation de mots. Elle n'a pas le vocabulaire, et ça la fait souffrir. Et les bébés, ils sont différemment, mais c'est aussi ce jeu des représentations dont tu parles si bien. Je voudrais un petit peu l'illustrer. Par exemple, elle voit un objet, elle voit une boisson chaude dans la tasse, et elle sait, il y a le café dans la tasse, elle le sait, mais elle n'a absolument pas les mots. Et à ce moment-là, elle ne peut pas dire le café dans la tasse est trop chaud ou je ne sais quoi, parce qu'elle vient de faire une aphasie, elle récupère très bien, elle est en rééducation. Mais voilà, cet exemple malheureux, j'espère qu'elle va tout récupérer de nouveau, me fait comprendre ce que tu dis quand vous dites, vous, tous les linguistes, représentation de représentation. Donc, c'est pas dans la même zone du cerveau, voilà, c'est comme ça. L'appareil psychique, comme on dit, il y a un appareil digestif, il y a un appareil
utilise toutes les fonctions du cerveau qui sont d'une très, très grande complexité, eh bien, le bébé est encore en train de les construire. Et c'est ça qui nous déroute. Qui c'est qui a parlé du nourrisson savant? Ferenczi, je crois, un très bel article. Voilà, nous sommes devant un petit être humain qui est en train de se construire et qui nous met en face de nos ignorances. Parce que, voilà, il a comme tu l'as si bien exposé, il a des façons de penser très diverses. Les enfants sourds utilisent des capacités extrêmement diverses, mais tous les bébés, dès qu'ils naissent, les nourrissons, ils nous mettent devant des complexités. Heureusement, comme tu le dis aussi merveilleusement bien, le cœur est là, les regards sont là, les caresses, le toucher. Nous aussi, on redevient bébé. On a cette affectivité si profonde qui, au moins, revit en nous. Et on a la chance d'avoir, en effet, tous ces artistes et tout ce fond de l'art, des comptines, dont on a souvent parlé, des chansons, des gestes, de toute cette culture. On a vu le livre qui existe partout, c'est fabuleux. Et alors ça, c'est un de mes dadas, de nos dadas, vous savez, accès, je dis dada, c'est cette égalité fondamentale de tous les bébés, s'ils n'ont pas de lésions cérébrales, comme le rappelait René Dyadkin, qui ont des capacités psychiques et de langage et de toutes les capacités humaines à égalité, quelle que soit leur origine sociale, ethnique, je ne sais pas comment dire, dans le monde entier. Et ça, c'est un combat. Je ne dis pas qu'on est en train de le perdre, mais on est dans des conditions, maintenant qu'on a gagné, on est dans des conditions de plus en plus difficiles. Et je trouve que publier ton livre, répondre ce qu'on dit à ce séminaire ici, cette capacité universelle et dans tous les milieux sociaux, même s'il n'y a aucun livre à la maison, là nous avons souvent des livres, des tableaux derrière nous, mais les capacités culturelles des bébés sur lesquelles tu insistes si souvent, ces capacités d'utiliser, là par exemple, cette naissance du langage, et là c'est autant mon amie, c'est une tristesse qu'elle n'ait plus son langage et qu'elle cherche ses mots alors qu'elle a bien sa pensée. C'est très mystérieux quand on n'a pas fait des études de linguistique, ce qui se passe. Chez le bébé, au contraire, c'est une joie pour nous parce qu'on reconstruit ça, on retrouve la poésie des mots et la beauté des images avec eux. J'ai fini. Oui, heureusement qu'il y a comme tu dis, des artistes et aussi des écrivains qui vont chercher l'expérience humaine à travers les différentes cultures. C'est pour ça ce qui fait Michel. Bon, c'est pas parce que là que on voit ça, mais ce qui fait Michel, qui va aller écouter dans les différentes cultures et mettre en scène les résultats des dialogues qu'elle a eu avec toutes ces personnes-là. C'est extrêmement important, c'est-à-dire de reconnaître la pensée de l'autre, il l'a utilisé pour sa propre pensée sans voler la pensée de l'autre, si on peut dire les choses comme ça, de la reconnaître telle qu'elle, etc. Je pense que ces dispositifs de reconnaissance de la pensée, qu'on la voit parfois dans certains écrivains, la reconnaissance du travail des autres, la reconnaissance de la culture de l'autre, la reconnaissance de la souffrance et la joie. Et on voit par exemple qu'en Amérique latine, bon, c'est des pays où il y a beaucoup de difficultés comme dans tout pays, bien sûr, mais il y a une espèce de joie de vivre, c'est vrai. Il y a une espèce de joie de vivre. Et la reconnaissance de tout ce travail qui se fait là, je pense que c'est important qu'il y ait des écrivains, des anthropologues, ethnologues, etc., comme ça, pour faire que quand même la société humaine, l'humain est capable de construire des choses extrêmement variées, riches et positives, qu'il y a plusieurs possibilités, plusieurs cadres pour que la vie soit intéressante dans l'intersubjectivité sociale. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup le discours, le travail de Michel Petit, parce qu'il essaie de nous faire découvrir la manière dont différentes cultures s'arrangent pour faire que la vie soit possible. Et dans toute culture. Et ça aussi, c'est une propriété du psychisme humain. Platon disait quelque part que une des choses qui était spécifique à l'homme, c'était que l'homme désirait le bien. L'homme désire le bien. L'être humain n'abandonne jamais la possibilité de se construire probablement d'une manière
intéressant, si on lui donne la possibilité. Et là, on a besoin de l'image. Bon, peut-être on va se dire au revoir et peut-être vous reproposer d'autres conférences rapidement si on en trouve la possibilité. En tout cas, on a été très heureux d'expérimenter avec toi cet échange et de voir combien ça pouvait, donc dans ce cadre assez inhabituel, permettre quand même l'expression de ta pensée et de tout ton travail de réflexion. Merci à vous aussi. Merci Michel d'avoir pris ton temps là de ton île pour venir jusqu'à nous. Ah oui, bien. Et on avait une auditrice suisse également, et voilà, et toutes sortes d'auditeurs qu'on retrouvera sans doute bientôt, soit en Zoom, soit aux conférences d'accès ou en colloque.